Lauriane a soutenu sa thèse à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Et elle était encadrée par Anaël Simoneau et Thomas Thiebaud. Euh, Anaël et Thomas ont fait des webinaires déjà dans le cadre des goûts. Anaël a présenté en partie les résultats de Lauriane pendant sa thèse en périphérie sur un petit bassin versant un petit cours d'eau au nord d'Orléans qui s'appelle les Goutiers. Et puis Thomas nous avait présenté ce qu'on appelle l'épidémiologie des eaux usées et les promesses, et puis les questions qu'on a sur cette épidémiologie des eaux usées. Et puis après sa thèse, Lauriane a rejoint le laboratoire Eau Environnement qui dépend de l'université Gustave Eiffel, où elle fait un postdoc actuellement, et elle va nous présenter les travaux dans le cadre de ce postdoc. Ça te convient, Lauriane, la Très bien, présentation? parfait. The floor is yours. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui pour ce webinaire et merci à Nada et à Jérémy de m'offrir l'opportunité de présenter ces résultats. Donc, pas vraiment sur des traceurs géochimiques, mais aussi sur tout un monde qui se passe en milieu urbain et donc surtout sur les macrodéchets, depuis les surfaces urbaines jusqu'aux exutoires pluviaux. Donc, la problématique de la présence de déchets dans l'environnement est une problématique de longue date, mais on s'y intéresse de plus en plus puisqu'elle a une implication forte dans toute la pollution plastique qu'on observe aujourd'hui. Cette pollution, on l'observe surtout dans les milieux océaniques. Et depuis ces dernières années, on entend que 80% des déchets qu'on retrouve en mer seraient issus d'apports continentaux. Mais finalement, on a peu d'éléments quantitatifs et d'études qui étayent ce 80%. Alors, on a différentes associations qui ont essayé de quantifier les gisements de déchets dans différents contextes continentaux. Vous avez par exemple ici les tonnages qui ont été quantifiés par l'association Gestes Propres sur les bordures de route, dans les cours d'eau, sur le littoral, en montagne. Mais finalement, on a peu d'informations quantitatives sur les milieux urbains. Alors que les milieux urbains, c'est quand même là où on consomme et où on produit le plus de déchets. Et où, avec notre consommation exponentielle de plastique, on retrouve de plus en plus de déchets plastiques, notamment parce qu'on l'utilise absolument dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans le bâtiment, en textile, etc. Donc, dans les villes, il y a pas mal de données qui sont acquises par les collectivités, mais qui sont surtout sur des aspects techniques et logistiques et qui restent très déconnectés de notre problématique scientifique sur la pollution plastique. Donc, nous, au laboratoire Eau et Environnement, au travers de deux projets, les projets Plastinium et Streeter, on a essayé de savoir quelle quantité de déchets est générée sur l'espace public. Sur cette quantité de déchets, quelle quantité de déchets va être abandonnée sur les surfaces urbaines, d'où viennent ces déchets, quelle quantité va rester accumulée sur les surfaces versus ce qui va pouvoir être repris par les services de nettoiement. Et ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est quelle quantité de déchets va être transférée par les eaux pluviales et quelle va être la dynamique de transfert de ces déchets, avec forcément pour ambition sous-jacente de trouver des stratégies de réduction de cette fuite vers les milieux hydrologiques. Donc ici, je vous ai reporté un petit peu la bibliographie qu'on a sur cette thématique. Donc vous avez sur le graphique à gauche les densités de déchets qui ont été évaluées dans plusieurs villes dans le monde, au Canada, aux États-Unis, etc. On peut voir qu'on a quand même très peu d'études, peu d'éléments quantitatifs, et que même sur ce faible nombre d'études, on a une très forte variabilité. Et c'est également le cas dans les eaux pluviales urbaines. Le graphique que vous avez à droite, où vous avez le flux de déchets qui a été quantifié dans les eaux pluviales urbaines dans différentes villes du monde. Vous pouvez voir que là aussi, on a très peu d'éléments quantitatifs et on a une grande variabilité, même au sein d'une même ville, comme le cas. Donc nous, on s'est intéressé à deux petits bassins versants urbains de la métropole nantaise, donc situés au nord-est de la métropole, plutôt en périphérie, qui représentent 105 hectares de la métropole, mais qui avaient différents avantages. Déjà, ce sont deux bassins versants qui ont des occupations du sol contrastées, mais représentatives de l'occupation générale de la métropole, avec un bassin versant plutôt résidentiel, celui qui est représenté en vert, le bassin versant du Pin Sec, où il y a des résidences collectives comme des résidences individuelles et un bassin versant plutôt commercial et résidentiel, celui de Jules Verne en rouge. Donc, en plus de ça, ces deux bassins versants qui ont un réseau d'eau pluviale séparatif, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'hypercentre nantais où on est dans le cas d'un réseau unitaire. Et en plus, ce sont deux bassins versants qui sont suivis dans le cadre de l'ONEVU et du SNO Observille, donc où il y a un suivi hydrologique qui est réalisé depuis 2006. Et donc, on a l'information de pluviométrie et de débit dans le réseau d'eau pluviale. Et enfin, ils ont un autre avantage, c'est qu'il y a différents aménagements du réseau d'eau pluviale, notamment des avaloirs sélectifs qui nous permettent de voir
l'impact de ces aménagements sur le transfert des déchets dans les réseaux d'eau pluviale. Et le principal avantage, c'est que leur exutoire pluvial est commun et est aménagé sous forme d'un bassin de rétention, donc qui permettait l'accumulation des macrodéchets à l'exutoire et donc leur récupération plus facile pour notre étude. Donc nous, on cherchait à savoir les densités de déchets sur les surfaces urbaines. On l'a fait au travers de différentes méthodes. Déjà, on a fait des comptages visuels. Vous avez sur la carte ici les linéaires de route des deux bassins versants. Et tous ceux qui sont grisés, ce sont des linéaires sur lesquels on est allé faire des comptages visuels en comptant avec un compteur de foule tous les déchets supérieurs au centimètre, que ce soit sur la chaussée, sur le trottoir et sur les bandes enherbées longeant le trottoir s'il y en avait. Pour avoir des informations qualitatives, donc de la typologie des déchets, mais pouvoir aussi évaluer leur masse, on a choisi 6 linéaires de route de 50 mètres qui sont représentés sur la carte par les petites étoiles bleues, où cette fois-ci, on est allé collecter tous les déchets, on les a ramenés en laboratoire et on les a caractérisés. Et enfin, juste à titre de comparaison, on a aussi échantillonné différentes corbeilles de rue pour voir la proportion de déchets qui étaient bien gérés et mis dans les corbeilles par rapport à celles qui se retrouvaient au sol et pouvoir aussi comparer les typologies. Associé à ça, donc au niveau de l'exutoire pluvial, on a collecté les déchets qui s'accumulaient. Donc, au travers de petites campagnes à différentes fréquences selon les événements pluvieux. Et on a aussi fait des expériences de traçage. Alors, ces expériences de traçage, on en a réalisé 2, avec des déchets qu'on avait récupérés à l'exutoire, qu'on a remis dans différents avaloirs du bassin versant, ceux qui sont représentés par des petits losanges, pour voir au bout de combien de temps on les récupérait à l'exutoire. Et donc ça, on l'a fait 2 fois, une fois avec des bouteilles et des canettes, donc des gros déchets, et une fois avec des plus petits déchets qui étaient des emballages de confiserie. Donc, pour avoir in fine différentes informations, donc on a fait un an de suivi pour avoir du nombre de déchets sur les surfaces urbaines comme à l'exutoire, leur masse, la typologie des déchets. On est aussi allé jusqu'à regarder leur marque. Et donc, on avait aussi des temps de transfert des déchets depuis les avaloirs jusqu'à l'exutoire. Donc, sur la surface urbaine, au total, on a collecté 12 330 déchets, ce qui se représente un apport annuel de l'ordre de 13 tonnes par an. Donc ici, vous avez les différentes catégories de matériaux qu'on a pu observer, avec sans grande surprise une majorité de plastique. Et avec encore moins de surprise, sur le top 10 à droite, vous pouvez voir qu'en tête de podium, on retrouve les mégots de cigarettes. Donc ça, c'est quelque chose qui est globalement observé dans le monde. Et ils étaient suivis des fragments de papier et des emballages de confiserie et emballages alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui est globalement observé dans différentes villes dans le cadre de l'Association des villes pour la propreté urbaine. Et donc, une typologie de déchets assez classique d'un milieu urbain quelconque. À titre de comparaison, dans les corbeilles, on a collecté 2125 déchets, ce qui représente des apports annuels de l'ordre de 17 tonnes par an. Là, on voit qu'effectivement, on a beaucoup de déchets recyclables. Donc ça soulève des questions logistiques pour la collectivité parce qu'ils pourraient mettre en place des filières de tri et des corbeilles de tri pour permettre une meilleure gestion des déchets. Mais on voit quand même qu'on a une proportion de plastique qui est plus faible. En termes de top 10 de déchets retrouvés, on retrouve à peu près les mêmes catégories de matériaux, mais on voit qu'on a effectivement moins de plastique et notamment moins de fragments de plastique. Donc, sur les surfaces urbaines, on a une perte plus importante de plastique et des petits plastiques. Donc, on soupçonne qu'on a une dégradation des plastiques sur les surfaces par différents types de contraintes, comme par exemple le trafic routier. Et ça se représente bien parce que je vous ai présenté ici le grammage moyen par déchet. On est de l'ordre de 10 grammes par item dans les corbeilles, alors que sur les surfaces urbaines, on est de l'ordre de 4 grammes par item. Dans l'exutoire, on a collecté 13 163 déchets, ce qui représente un flux annuel de l'ordre de 29 kg par an. Donc c'est bien plus faible, mais cette fois-ci, on a un plastique qui est encore plus majoritaire. On est de l'ordre de 92% en moyenne de plastique. Ça, on le comprend bien puisqu'on a une discrimination des macrodéchets transférés avec forcément les petits objets légers, flottants et conservatifs qui sont plus facilement transférés. Donc toutes les caractéristiques assez sympathiques du plastique. Et donc, effectivement, dans le top 10 des déchets les plus prédominants, on retrouve essentiellement des plastiques et de petites tailles comme les mégots de cigarettes, des fragments de polystyrène, des fragments de plastique rigide, etc. Et donc, on retrouve bien cette discrimination des objets transférés, encore une fois, dans la masse moyenne par item, où là, on est de l'ordre de 2 grammes par déchet.
Et cette prédominance, c'est quelque chose qui a été observé aussi globalement dans d'autres rivières urbaines. Alors, pour comprendre un petit peu mieux la source de ces déchets, on les a regroupés selon leur secteur économique. Alors, que ce soit sur la surface ou l'exutoire, la plupart des déchets, on n'a pas pu leur attribuer de secteur économique puisqu'on a surtout des fragments. Et en deuxième et troisième position, du coup, on a surtout des usages liés à la consommation de tabac ou à la consommation alimentaire. Et ça, que ce soit sur la surface urbaine ou à l'exutoire. En plus de ça, quand on regarde les marques, alors ici, je vous ai juste représenté les top 3 des groupes industriels des différentes catégories de déchets. On voit que pour les items liés au tabac, on retrouve vraiment le même top 3 entre la surface et l'exutoire. Donc, on a vraiment ces surfaces urbaines qui sont source des déchets qu'on retrouve à l'exutoire pluvial et les eaux pluviales qui jouent le rôle de vecteur de transfert de ces déchets. Toutefois, dans tout ce qu'on a quantifié à l'exutoire, on suppose que tout ne vient pas essentiellement des eaux pluviales urbaines. Donc, sur les 29 kilos par an qu'on a quantifiés, vu la typologie des déchets qu'on a récupérés, on soupçonne deux types d'apports. Vous avez par exemple ici sur la photo une jolie petite serviette hygiénique qui est sûrement pas liée aux apports d'eau pluviale, mais plutôt à des mauvais raccords du réseau. La dernière étude de conformité sur le site a estimé qu'on avait environ 5% des habitations qui étaient mal raccordées et qui pouvaient engendrer des rejets d'eau usée dans le bassin. Et donc, grâce à la typologie des déchets, on a estimé que cet apport représenterait de l'ordre de 0,6 kg par an. Après, le bassin de rétention que vous voyez sur la photo, il est aménagé dans un parc municipal. Donc, on a encore d'autres types d'apports, des apports directs qui peuvent avoir lieu dans le bassin. On a notamment des activités de toxicomanie et des activités plus festives qui engendrent des apports de seringues et de bouteilles en verre qu'on suppose pas liés à du transfert par les eaux pluviales, mais vraiment à des apports directs dans le bassin. Et ça représenterait de l'ordre de 11 kilos par an. Alors, le flux vraiment relatif aux eaux pluviales urbaines serait de l'ordre seulement de 17 kilos par an. Mais en termes de plastique, ces autres types d'apports sont vraiment minoritaires et on a essentiellement un apport lié aux eaux pluviales urbaines. Alors, si on s'intéresse plus amplement à ce qu'on a observé sur les surfaces urbaines, ici, je vous ai représenté un petit peu les densités de déchets qu'on a observées, que ce soit par nos collectes ou par nos comptages visuels, mais aussi par des ramassages collectifs qu'on a organisés dans la métropole à différentes périodes, par rapport aux valeurs de la bibliographie. Alors, on voit qu'on est dans les mêmes sortes de grandeur, mais que même à petite échelle, on retrouve des variabilités très, très importantes. Alors, cette variabilité, elle s'explique de différentes façons. Déjà, on a une variabilité importante dans l'espace, qui s'explique surtout par l'occupation du sol. On se le représente très bien, la génération de déchets, elle va être différente en fonction de l'usage du milieu urbain et de sa fréquentation. Ici, vous avez les densités de déchets qui sont représentées en fonction des linéaires. Vous pouvez voir que globalement, on a des générations de déchets plus importantes dans le bassin versant du Jules Verne en rouge, donc celui qui est commercial, par rapport au bassin versant du Pinsec en vert, qui est plutôt résidentiel. Et on a en plus des zones de résidence individuelles où il y a moins de déchets que les zones de résidence collectives, puisqu'il y a une densité de population plus faible. Après, il y a des hotspots plus locaux qui sont par exemple les arrêts de bus, les zones d'attente et de détente, comme les terrasses de bars tabac, etc. Et en plus, on a un fort impact des zones de végétation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête quand on a commencé le suivi, mais qu'on a vraiment bien observé. On a même fini par faire des comptages spécifiques entre la chaussée, le trottoir et les zones de végétation quand il y en avait. C'est ce que vous avez sur le box plot ici. Et vous pouvez voir que dans les zones de végétation, il y a une très forte variabilité, mais c'est globalement là où on avait les densités de déchets les plus importantes. Donc finalement, ça c'est quelque chose qui avait été observé dans le milieu naturel, mais jamais en milieu urbain. On a vraiment un rôle de zone de piégeage de ces zones de végétation pour les macro-déchets. Et ça s'explique aussi puisque une fois piégés dans ces zones, les déchets vont être beaucoup moins faciles à remobiliser, que ce soit par la pluie ou par les actions des services de nettoyage. Au-delà de la variabilité spatiale, ces densités de déchets varient aussi énormément dans le temps. Alors, nous, on a fait des campagnes à différentes fréquences. Vous avez ici le graphe qui représente les densités qu'on a observées en fonction du nombre de jours intégrés entre les différentes campagnes. Finalement, c'est difficile d'intégrer tous les facteurs qui vont induire une variabilité temporelle sur ces densités, puisque on va avoir d'une part des apports réguliers.
Ça, vous le voyez, on a fait des campagnes à fréquence hebdomadaire et c'est jamais arrivé qu'on arrive une semaine et qu'il n'y ait rien à récupérer sur notre section de collecte parce qu'on avait récupéré la semaine précédente. Donc, on a vraiment un apport régulier de déchets au sol. Après, il y a les actions des services de nettoiement qui vont diminuer ces apports et les fuites par le ruissellement qui vont induire une diminution de ce qui reste accumulé sur la surface. Alors, les actions des services de nettoiement, on n'a pas pu le représenter, mais les fuites par le ruissellement, vous pouvez le voir un petit peu sur ce graphique, puisque plus la bulle est grande, plus la pluviométrie était importante pendant la campagne. On peut voir que les campagnes les plus pluvieuses sont celles qui avaient quand même globalement les densités de déchets les plus faibles. Et enfin, il y a un effet d'accumulation sur les surfaces, puisque la remobilisation des déchets ne va jamais être totale. Plus on attendait un nombre de jours important avant une campagne, plus on a un effet d'accumulation et donc des densités de déchets observées plus importantes. Donc, au-delà de toute cette variabilité, si on compare ce qu'on a observé sur les surfaces urbaines à la production globale de déchets par habitant, on se rend compte que ça représente une fraction très faible de tout ce qu'on consomme. On produit tellement de déchets que finalement, les 13 tonnes par an représentent seulement 0,6% de tout ce qu'on produit. Par contre, si on compare uniquement à ce qui est généré sur l'espace urbain, donc en prenant en compte ce qu'il y a dans les corbeilles et ce qui est au sol, ce qui est au sol représente quand même 43% de tout ce qui est généré uniquement sur l'espace urbain. Si on s'intéresse maintenant plus amplement à ce qu'on a observé à l'exutoire. Donc là, de la même façon, je vous ai présenté les flux de déchets qu'on a quantifiés par rapport aux valeurs de la bibliographie. Encore une fois, on est dans les mêmes ordres de grandeur, mais là aussi, on a une variabilité temporelle importante. Alors, cette variabilité temporelle, elle s'explique de différentes façons. Déjà, on a forcément l'évolution temporelle du gisement de déchets sur la surface qui va l'influencer. Sur le premier graphe à gauche, vous avez la relation entre la masse de déchets récupérés à l'exutoire par rapport au nombre de jours secs. Et vous pouvez voir que plus on va avoir un nombre de jours secs, plus on va avoir une masse de déchets transférée importante, puisque on va avoir une accumulation sur les surfaces et donc la première pluie va pouvoir remobiliser plus de déchets. Mais on a aussi un rôle de l'intensité du vecteur de transfert. Plus on va avoir des événements pluvieux intenses, plus on va avoir un nombre de déchets transférés important. Mais la chose à laquelle on s'attendait aussi moins, c'est que finalement, ce transfert n'est pas linéaire et que ce qu'on récupère à l'exutoire, ce n'est pas forcément tout ce qui va être transféré vers les avaloirs et dans le réseau d'eau pluviale. Ici, vous avez les résultats de nos expériences de traçage, donc en premier lieu avec les bouteilles et les canettes. Vous pouvez voir qu'après après 8 mois, on avait récupéré seulement 36% des canettes et bouteilles qu'on avait placées dans les différents avaloirs. Et qu'en plus, ce n'est pas le premier événement pluvieux qui avait remobilisé le plus grand nombre. Il a vraiment fallu un événement pluvieux intense pour qu'on en récupère pas mal. Et ensuite, on récupérait quelques bouteilles, quelques canettes de temps en temps, peu importe la pluviométrie. Donc, ça, on a essayé de le comprendre avec différentes hypothèses. Une de nos hypothèses était qu'on avait des zones de stockage au sein du réseau d'eau pluviale. Donc, on a fait des inspections télévisuelles des réseaux. Vous avez deux exemples de photos ici. Effectivement, il y a des zones d'accumulation dans ces réseaux d'eau pluviale, mais globalement, on n'a pas vu de gros blocages et les canalisations étaient relativement propres. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que 7 mois plus tard, quand on a placé les emballages alimentaires dans les avaloirs, on retrouvait dans certains avaloirs qui ont des structures sélectives, comme l'avaloir à parois cyphoïdes que vous avez en photo ici, il y avait encore quelques bouteilles et canettes qu'on avait placées 7 mois plus tôt. Donc finalement, ces structures sélectives dans les avaloirs jouent vraiment leur rôle de zone d'accumulation des déchets qui vont être difficiles à remobiliser par les événements pluvieux par la suite. Et cette sélectivité a aussi été observée pour notre deuxième expérience de traçage, où pour les emballages alimentaires, on n'a retrouvé que 58% pardon, des déchets qu'on avait placés dans les différents avaloirs. Mais on a aussi vu que la composition et la taille des objets va avoir un rôle important, puisque pour ces emballages alimentaires, on avait quand même un transfert bien plus évident et la quantité qu'on a pu récupérer a été la plus élevée dès le premier événement pluvieux après leur placement dans les avaloirs. Et donc, si on reporte ça dans le schéma conceptuel que je vous ai présenté tout à l'heure, donc déjà, on voit que ce qui est perdu sur la surface urbaine, sur la surface urbaine, c'est un faible taux de fuite par rapport à tout ce qu'on consomme. Et qu'en plus, sur cette surface urbaine, il y a tellement de facteurs et il y a tellement de processus qui font que finalement, dans nos réseaux d'eau pluviale,
ça représente encore une faible proportion. On a les actions des services de nettoiement qui remobilisent beaucoup de déchets, on a l'accumulation dans la végétation, on a la discrimination des objets transférés, et on a les aménagements du réseau d'eau pluviale qui vont faire vraiment cet effet tampon, qui vont permettre de diminuer tout ce qu'on récupère à l'exutoire, qu'on a estimé être seulement de l'ordre de 0,3% de tout ce qu'il y a sur les surfaces urbaines. Donc, par rapport à notre production globale de déchets, ça représente même pas 1%. Par contre, ça représente quand même des flux transférés vers les réseaux hydrologiques qui sont quand même considérables, puisqu'on est de l'ordre de 39 kilos par an, seulement pour 100 hectares de la métropole. Et en plus, comme on a ce transfert accru pour les plastiques, on a une fuite qui est beaucoup plus importante, 2 fois plus importante pour les plastiques, et donc un flux transféré de plastique plus important vers le milieu hydrologique. Donc ça nous a permis de mettre en évidence différentes conclusions. Bon, déjà que les milieux urbains sont des gisements importants de macrodéchets, surtout des plastiques de petite taille, qu'effectivement les eaux pluviales urbaines sont un vecteur majoritaire de plastique vers les hydrosystèmes, et que, bien heureusement, on a quand même un taux de fuite faible qui est par rapport à la consommation globale de déchets. Alors classiquement, pour être plus représentatif sur nos résultats, on essaie de les extrapoler pour avoir une vision nationale de ce que ça représenterait comme flux transféré vers les réseaux hydrologiques. Alors ces extrapolations, elles peuvent se faire de 2 façons. Soit elles se font par la surface, soit elles se font par l'habitant. Alors, j'ai fait l'exercice d'extrapoler les conclusions de cette étude à l'échelle nationale. Si on extrapole ces flux à la surface imperméabilisée à l'échelle nationale, on serait de l'ordre de 1320 tonnes de déchets par an transférés vers les réseaux hydrologiques. Si on extrapole à l'échelle de l'habitant, on serait de l'ordre de 400 tonnes par an. Alors, ça représente une différence d'un facteur 3 et ça soulève encore plein d'autres questions. C'est à quoi on se rapporte pour extrapoler. En plus, sur la surface, est-ce qu'on se rapporte aux surfaces urbaines, aux surfaces artificialisées, aux surfaces de route, mais surtout aussi comment on intègre le type de réseau, puisque là, on est dans le cadre d'un réseau séparatif, mais dans la plupart des villes, on combine réseau unitaire et séparatif. Donc, on a encore beaucoup enfin, on doit encore bien réfléchir à notre façon d'extrapoler ces résultats pour avoir vraiment une vision plus précise des flux qui pourraient être transférés vers les réseaux hydrologiques via ce vecteur. Et alors, il y a, au-delà de ça, plein de perspectives à ce travail, notamment de comparer forcément avec d'autres espaces urbains. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec l'hypercentre nantais. Dans le cadre de l'Association des villes pour la propreté urbaine, la métropole de Nantes fait des relevés de propreté sur différents secteurs, notamment l'hypercentre nantais, et on a exploité ces données-là pour comparer à nos données. Alors, on se retrouve un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur, mais le problème, c'est que dans le cadre de ces relevés-là, ils font pas la même méthodologie que nous. Ils comptabilisent d'une part les déchets qui sont inférieurs à 12 cm, d'autre part ceux qui sont supérieurs à 12 cm. Donc, ça reste difficile à comparer. Et ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'eux, ils le font pour des aspects très techniques et logistiques, mais ça reste très déconnecté de nos approches à nous pour des problématiques scientifiques. Une autre perspective est de quantifier l'influence des pratiques de nettoiement, parce que l'idée, c'est de réduire cette fuite. Une des façons dont on pourrait réduire cette fuite, ce serait d'avoir des pratiques de nettoiement plus efficaces. Mais finalement, on a quand même une fuite qui est relativement faible et des services de nettoiement qui sont très efficaces. Donc, diminuer encore cette fuite nécessiterait vraiment des moyens très importants. Notamment sur l'hypercentre nantais, on a estimé, en utilisant les tonnages de déchets de balayures de voirie et des, des déchets piquetés et récupérés dans les corbeilles de rue, que les services de nettoiement reprenaient de l'ordre de 95% des déchets qui se retrouvaient dans l'espace urbain et que seulement 5% restaient accumulés sur les surfaces. Donc, récupérer encore ces 5% restants, ce serait quand même compliqué et ça nécessite, enfin, ça pose des problèmes logistiques aux villes et ça nécessite qu'ils réfléchissent autrement à diminuer cette fuite. Une autre perspective, c'est de tester l'influence des variations de ces pratiques. À l'heure actuelle, il y a énormément de ramassages collectifs qui sont organisés. Alors, ça a des valeurs de sensibilisation importantes. Nous, on a essayé de quantifier un petit peu l'impact de ces ramassages collectifs. On en a organisé 3 sur le secteur des bassins versants Pinsec et Jules Verne.
Et on a regardé si vraiment on observait une diminution de la densité de déchets sur les surfaces et du flux quantifié à l'exutoire. Donc ici, vous voyez, en fonction du temps, l'évolution de ces deux variables. On peut voir que, comme je vous l'ai présenté, on a une variation temporelle importante, mais que les massages collectifs, finalement, n'ont pas une grande incidence sur cette variabilité puisqu'ils sont très, très localisés. Une autre perspective, ce serait de quantifier les apports d'autres sources. Bon, déjà, on a peu d'informations sur les eaux pluviales urbaines, mais on en a encore moins sur les déversoirs d'orage. C'est notamment quelque chose que Romain a essayé d'explorer dans le cadre du projet Plastoc. Il y a aussi une étude du CEREMA qui présente que dans les réseaux unitaires, on serait de l'ordre de 41 à 109 grammes par habitant par an. Et on a aussi très peu d'informations sur les apports directs qui peuvent être faits directement dans le réseau hydrologique sans passer par des réseaux de canalisation. Dans le cadre de Nantes Métropole, on a par exemple un marché qui est connu pour avoir des fuites très importantes de plastique. On a réalisé un suivi et on a quantifié que cette fuite, elle serait de l'ordre de 2 à 3 tonnes par an. Donc par rapport aux 30 kilos de nos petits exutoires pluviales, ça représente quand même une grande fuite et il faudrait avoir plus d'informations sur ce type d'apport. Et évidemment, établir de nouvelles méthodes d'extrapolation pour, comme je l'ai dit, homogénéiser nos résultats et avoir une représentativité plus fine et pouvoir faire des extrapolations globales et pouvoir modéliser ce transfert. Et enfin, une dernière une perspective qui me tient aussi un petit peu à cœur, c'est de faire le lien avec les teneurs en microplastique. On a dosé les teneurs en microplastique dans les sédiments de ruisseaux qui réceptionnent ces eaux pluviales urbaines. Et on a retrouvé de l'ordre de 5 000 à 235 000 microplastiques par kilogramme de sédiments secs, qui représentent des teneurs très élevées et avec une diversité de polymères importante. Alors, les polymères qui sont les plus classiquement observés dans l'environnement, mais dont on ne sait pas s'ils proviennent plutôt de la dégradation des macros ou s'ils ont vraiment des sources primaires. Donc ça aussi, ce serait à creuser. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Et si jamais vous voulez plus de détails sur toutes ces données, il y a 2 articles qui vont être soumis et dans la spéciale issue Place Transfert qui devrait apparaître cette année dans ESPR. Voilà. Merci, Lauriane. Alors, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais pendant que tu présentais tes travaux, il y a Romain qui envoyait plein de messages parce qu'il était frustré de ne pas avoir le micro et la caméra. Donc, je vais commencer avec une question de Romain. Moi, j'en ai quelques-unes aussi, mais on va laisser les autres participants poser les questions. Romain demande si tu peux préciser comment tu passes de déchets collectés, un stock, à un flux annuel. Alors, sur les surfaces ou dans l'exutoire? Attends, je vais attendre la réponse de Romain. Surface. Surface. Oui, alors oui, je viens d'ouvrir le chat, effectivement. J'ai vu les messages passer, mais j'ai pas fait attention. Sur la surface, en gros, j'ai mon 13 tonnes par an, il est estimé. En fait, quand on a fait les collectes, on y allait une par semaine et on l'a rapporté en grammes par jour. Et j'ai extrapolé ce gramme par jour en moyenne à mon grammage par an. C'est comme si j'avais un flux régulier tous les jours que j'ai extrapolé à l'année. Merci, Lauriane. Nada? Alors, je ne sais pas si Catherine voudrait prendre la parole pour faire le lien avec ce dont on a discuté avec les volontaires mardi. Bah, j'ai mis des petits messages dans le chat au fur et à mesure. Justement, Parce que c'est vrai qu'on était intéressé à essayer de voir comment on pouvait sensibiliser les habitants à avoir une démarche de prévention à l'amont, puisqu'on a bien compris que les services sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc, est-ce que ça a du sens de travailler sur la compréhension que les habitants ont de ces déchets? Tu dis que les déchets de voirie, c'est 40% de ce qui circule. On peut penser que les autres déchets, ben, c'est peut-être
je sais pas moi, ce qui pourrait échapper quand tu fais la collecte des ordures. Il y en a peut-être qui restent sur la rue, mais alors on va les retrouver dans la rue, c'est ces 40% là, bref. Et on s'était dit, finalement, est-ce que ça n'a pas du sens de demander aux gens d'être sensibilisés et d'éviter soit de les mettre dans leur propre WC, genre lingettes en tout genre, mégots et compagnie, soit même de les mettre dans la rue. Et on avait ciblé précisément les mégots, les emballages plastiques et les lingettes dans ce qu'on voulait traiter. Voilà, qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Alors, effectivement, nous, on suppose pas que tout soit lié aux incivilités. Sur ces 40%, il y a autant de pertes accidentelles que d'incivilités. Ça peut très bien être un bac de tri qu'on sort. Enfin, nous, on a souvent le cas à Nantes, il y a pas mal de vent. Et si on sort le bac de tri et qu'il y a une petite tempête, on peut avoir toute la rue jonchée de déchets. Donc, ce serait. Alors, il y a différentes actions. Effectivement, c'est apporter déjà plus de connaissances aux gens, notamment euh, la campagne qui est faite sur la sensibilisation des avaloirs. Ici commence la mer, c'est apporter plus de connaissances aux gens de ce que sont ces avaloirs et ce réseau souterrain, où est-ce qu'il va, parce que finalement, on se rend compte que peu de personnes le savent. Et ils pensent que en jetant dans les toilettes ou en mettant le mégot dans l'égout, finalement, ça va être géré en station d'épuration. On fait que reporter le problème, mais en tout cas, on va pas avoir d'incidence sur l'environnement. Donc déjà, ça leur faire prendre conscience que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et leur faire se réapproprier l'espace public aussi, je pense. Je pense qu'au-delà de la génération de déchets qui est plus importante dans la zone commerciale, on se rend compte que les gens, ils sont pas sensibles à la présence de déchets dans ces zones qui finalement sont juste une zone de passage pour eux, qui sont pas leur lieu de vie. À l'inverse des zones résidentielles où quelqu'un qui va avoir devant son portail un tas de mégots tous les matins va être beaucoup plus touché par ça. Ah, Donc, bah, Lauriane, merci infiniment. Et peut-être que si tu veux bien, quand on avancera dans notre projet, on reviendra vers toi avec plaisir. de soumettre nos idées. Je pense que tu seras très, très intéressée et intéressante pour ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup. Avec Moi, je plaisir. vais vous abandonner parce que j'ai une autre visio qui commence, donc hein, c'est la journée. Ah, merci infiniment, c'était passionnant et à très bientôt. À très bientôt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions dans la salle? Sinon, moi, Jérémy, je te laisse. Ah, attends, si, il y a une main. Allez-y. Bonjour pour ce webinaire. Je ne suis pas du projet, mais bon, j'ai vu l'info par le LE. Merci en tout cas, Lauriane, pour cette présentation. Je discutais un petit peu sur le chat. Moi, j'ai travaillé un petit peu en assainissement. C'est vrai que c'est assez impressionnant tout ce qu'on voit passer quand on est dans les réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est de l'éducation populaire, de la sensibilisation. Il y a quand même un problème sur tout ce qui est vendu, notamment les lingettes qui sont vendues comme étant biodégradables alors que ça ne l'est pas, ou en tout cas beaucoup moins que ce qui est annoncé. Et on sait que pour les gestionnaires de réseau, c'est littéralement une plaie. Il y a le problème des mégots qui est assez effarant. Moi, j'ai eu participé il y a une quinzaine d'années à une journée de sensibilisation des gamins de l'école de ma fille. On avait fait des tours de quartier pour nettoyer. On était parti, on avait nettoyé plus d'une centaine de mégots. On était revenu une heure et demie après. Il y en avait déjà un gros paquet avec des parents qui fumaient et qui n'avaient toujours pas compris que des poubelles, ça existe. Je crois qu'avant, pour répondre à la remarque sur les 5% restants, je crois qu'avant de mettre des moyens énormes techniques, je crois qu'il y a quand même un problème vis-à-vis des citoyens. Et alors, quand je parlais des réseaux, on voit passer des tonnes de trucs. Alors, des bouteilles entières, pas forcément, mais on en voit quand même. On voit ces trucs. On voit énormément de coton-tige aussi. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent ça dans les chiottes, visiblement. Je ne parle pas des préservatifs qu'on voit, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un problème de formation des agents. Et c'est vrai que pour naviguer, y compris sur les bords de Loire, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur les berges. C'est franchement dégueulasse par endroits. Euh, voilà. En tout cas, merci pour votre boulot. C'était donc plutôt la réaction d'une citoyenne puisque je ne suis pas de votre obédience. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, sinon, Jérémy, tu peux prendre la parole. Une question, mais qui revient aux questions qui ont été posées et tu y as partiellement répondu. Et en plus, je suis
plus vraiment sûr qu'elle soit pertinente, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Est-ce que vous avez des liens avec les collectivités, notamment comment ils prennent en compte vos résultats et dans quelle mesure ça influence leur politique, enfin les politiques publiques, les actions mises en œuvre, sachant que comme ça a été dit, c'est peut-être plus une question de citoyens que de moyens à mettre en œuvre par les collectivités. Oui. Alors, bah, merci pour ta question parce que c'est quand même le cœur de notre volonté d'avoir une science utile. Là, tout ce travail, on l'a vraiment fait en partenariat avec Nantes Métropole. Les relevés de propreté, ils nous les ont fournis. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les services nettoiement. Alors, il y a eu un renouvellement des services. L'ancienne direction du pôle qui s'occupe du site qu'on a suivi n'était pas du tout partante pour collaborer sur cette thématique. Et ceux qui sont maintenant sont vraiment très partants pour collaborer. Ça les intéresse beaucoup pour mieux axer leur service de nettoiement. Ce qui est envisagé à la lueur de ces résultats, c'est déjà de faire un curage plus régulier des avaloirs. Enfin, on voit que les avaloirs à paroxyphoïdes, on a retrouvé des déchets qu'on avait mis 7 mois plus tôt. S'il y avait un curage plus régulier de ces avaloirs, on pourrait déjà limiter les flux en sortie. Après, peut-être réagencer le déploiement des services. Pour l'instant, ils font des tournées. Alors, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à intégrer aussi ces résultats enfin, de mettre en parallèle nos résultats avec leur fréquence de passage. C'est qu'ils passent 3 fois par semaine, mais pas de façon homogène sur tout le bassin versant. Sur certaines rues, c'est la chaussée qui va être balayée. Sur certaines autres rues, c'est la chaussée plus le trottoir. Ils ont toute enfin, c'est un gros rouage et eux, ils l'ont organisé d'une façon. Mais ils peuvent peut-être maintenant un peu jouer sur cette façon de l'organiser à la lueur de nos résultats. Pour les corbeilles, ils envisagent de mettre des corbeilles biflux pour vraiment axer sur le tri et le recyclage. Peut-être que ça permettrait de capter un peu plus de plastique, je ne sais pas. Mais il y a vraiment différentes choses qui vont découler de ça. Et notamment, bah, le projet sur lequel je vais travailler après, c'est un projet d'intelligence artificielle où l'intelligence artificielle nous permettra, à l'aide de captation vidéo, d'aller comptabiliser, d'identifier et de comptabiliser et de tracer les déchets sur des flux vidéo qui seront pris par les agents de nettoiement, mais aussi en sciences participatives. Donc, ça permettra finalement, nous, d'alimenter nos relevés pour un usage scientifique, les agents de nettoiement pour un aspect très technique et pour mieux identifier les hotspots et les endroits où ils doivent déployer plus de moyens, mais aussi à l'usager de mieux se réapproprier son espace public et de se rendre compte finalement de cette pollution. J'aurai encore 2 questions, mais je vais Ah, peut-être laisser la salle virtuelle poser des questions. alors, il y a une question dans le chat. Je ne sais pas si Fabrice, vous souhaitez la poser ou... Oui, bonjour à tous. Oui, donc dans l'introduction, donc Fabrice Faure, Théo à La Rochelle. Vous parliez donc de ces fameux 80% observés, et du coup il y a deux questions qui m'intéressent évidemment. C'est est-ce que vous avez une meilleure vision sur ça, ces 80%? Et l'autre, et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous voyez plus clairement les fuites ou éventuellement les fuites qu'on ne voit pas? Donc, est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose d'assez simple à expliquer finalement aux citoyens pour progresser justement dans la prévention? Alors, pour répondre à la première question, bon, j'ai vu ce que Romain vous a répondu et je suis assez d'accord. Finalement, même au niveau de l'exutoire, j'arrive pas vraiment à estimer l'apport direct des eaux pluviales urbaines. Donc, au milieu d'un océan, comment réussir à dire uniquement 80% viennent des apports continentaux? C'est quantifier de façon précise ce chiffre, ce serait impossible. On peut donner des ordres de grandeur, mais ce serait trop compliqué de déconvoluer le signal, d'autant plus qu'on a, comme démontré, pas un transfert linéaire, que ce soit à l'échelle d'une ville ou à l'échelle de nos grandes rivières urbaines, comme on l'a démontré dans les estuaires de la Loire et de la Seine avec Rhône. Et pour la deuxième partie de question, vous pouvez me la redire, s'il vous plaît. Oui, c'était par rapport alors, j'ai pas bien entendu ce que j'entends pas très bien. Ah, pardon. Je sais plus. Hein. Oui, sur les fuites, est-ce qu'on identifie mieux les fuites aujourd'hui, en tout cas sur Nantes? Est-ce qu'on voit un peu mieux? Puis j'avais une autre question à vous poser après. Allez-y.
Sur les fuites, est-ce qu'on voit un petit peu mieux au niveau de Nantes, à les Ouais, quantifier de manière globale? ouais. Bah, c'est aussi la difficulté que je mettais en avant, c'est que pour l'instant, on a mis en évidence ces fuites au niveau de 105 hectares de la métropole, mais c'est en périphérie. On est représentatif de ce qui se passe globalement à l'échelle de la métropole, mais après, comment l'extrapoler à l'échelle de la métropole, puisqu'on combine des réseaux séparatifs et unitaires. Finalement, dans l'hypercentre nantais, on a globalement des densités de déchets plus élevées, mais c'est des déchets qui ne vont pas fuiter par le réseau d'eau pluviale. Donc, c'est des problématiques vraiment variées. L'extrapoler à l'échelle d'une ville, il faudrait prendre vraiment beaucoup de facteurs en compte. Et merci. Alors, Jérémy, tu prends la parole. Ouais, je profite de la présence d'Elvire. J'ai vu qu'Elvire était là pour poser une question en relation avec ce qui l'anime. Est-ce que vous prenez en compte l'expertise métier, notamment des gens en charge du nettoiement? Parce que quand on discute avec eux, les hotspots, ils les connaissent très bien, devant les tabacs, aux arrêts de bus et tout ça. Et donc, il y a cette expertise qui semble intéressante à prendre en compte. Oui, alors euh, cette expertise, elle a deux travers. Déjà, une fois, je suis allée dans un centre de nettoiement présenter l'ambition du projet et la méthode qu'on va déployer. Et effectivement, un des agents m'a dit, ouais, enfin, c'est bien joli vos histoires, mais enfin, nous, on les connaît très bien, les hotspots, hein. On n'a pas besoin de faire un an de suivi et d'aller une fois par mois quantifier pour le savoir. Il suffit de nous demander. Oui, alors du coup, c'est cohérent avec ce qu'ils observent, mais on n'avait pas de quantification et de vraies données qui l'étayaient, quoi. Après, effectivement, une des ambitions du projet aussi, c'est que certes, eux, ils le savent, mais ils voient pas toute l'implication environnementale et scientifique que ça a derrière. Et nous, c'était aussi ça, une des volontés de leur chef et de la direction des services de nettoiement, c'était qu'on valorise leur travail en leur montrant toute la dimension environnementale qu'il y avait leur travail. Encore une petite question, j'ai le droit. Mais, bon, elle est assez bateau, mais c'est toujours les mêmes matières que tu trouves. C'est Philippe Morris, Coca-Cola, Mars, etc. À l'échelle internationale, est-ce qu'il y a des campagnes de name blaming, ou je sais pas comment on dit, et puis quel levier est-ce que les industriels réagissent? Et bien alors du coup, nous, le fait qu'on reporte les marques, c'était une volonté de Citeo, parce que Citeo met en place les filières REP, là, les filières à responsabilité élargie des producteurs. Et justement, l'idée, c'était de pouvoir dire, bah, regardez dans quelle proportion on retrouve vos déchets. Euh, Globalement, dans la filière du tabac, c'est assez cohérent avec ce qu'on retrouve à l'international. Pour les usages alimentaires, c'est un peu plus diversifié, parce que forcément, en fonction du pays, tu as des marchés différents. Non, c'est surtout, enfin, excusez-moi, j'ai l'impression que Philippe Morris, c'est surtout le plus gros fabricant. Après, c'est pas parce qu'on en achète plus ou qu'on en jette plus. Je pense que c'est lui qui produit le plus, donc Oui. logiquement, enfin, Oui, oui, vous c'est, avez tout à fait raison, c'est le leader du oui, marché du tabac à euh, l'international. c'est pas parce qu'on achète du Philippe Morris qu'on va forcément jeter son mégot par terre. Enfin, je pense que c'est lié à la production, en fait. Moi, ce qui me choque, enfin, ce qui me choque, c'est une donnée, en fait, que je cherche depuis longtemps, de savoir quelle est la part des déchets sauvages par rapport à la part des déchets qu'on traite. Parce que quand on s'intéresse à l'écologie, on nous parle des émissions de gaz à effet de serre euh, sur la gestion des déchets, mais Mhm. justement, en général, ce calcul ne prend en compte que les déchets qu'on sait déjà traiter dans la filière classique. Et donc, j'ai demandé à plusieurs reprises si on savait chiffrer justement cette part de déchets sauvages, et j'ai jamais eu la réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'étude, mais je suis extrêmement surprise que ce soit que 0,1% en fait. Enfin, je pensais que c'était, je sais, quand je vois alors moi je suis à Paris, hein, mais quand je vois la masse de déchets par terre, si cette masse-là ne représente que 0,1%, enfin moi je suis vraiment surprise par les résultats en fait. Je sais pas si j'ai bien compris toute l'explication ou toute l'étude que vous faites, mais la conclusion c'est ça, c'est
par rapport à ce que vous trouvez, donc ensuite, par rapport à la production de déchets ou à la consommation, je ne sais pas comment on le dit, ce qu'on trouve dans la rue à Nantes, c'est 0,1%, c'est ça? C'est 0,6 et Alors, encore, 0,6, on peut ouais. supposer que c'est moins parce que là, dans la production de déchets que je compte vraiment la production de déchets par habitant en ordures ménagères résiduelles et en recyclables. Donc, c'est ce que nous, on sort en tant qu'habitants comme bac toutes les semaines. Ça prend D'accord. pas en compte tous les déchets industriels et commerciaux. Notamment dans la zone commerciale, on a un grand centre Leclerc. Tous les déchets qui vont être générés par le Leclerc, ça, je n'ai pas la donnée, je l'ai pas intégrée. Donc on peut supposer que les déchets qui sont générés sur cet espace sont bien plus élevés et qu'effectivement, on consomme des quantités astronomiques. Alors, une fuite, même misérable de quelque chose d'astronomique, ça reste un flux conséquent. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, Et je c'est pensais que vraiment c'était une fuite. beaucoup plus. Ça me choque encore plus sur notre consommation, enfin, notre production de déchets, quoi. Enfin, déjà, j'étais sensible à ça, mais si ce qu'on trouve, c'est que 1%, j'ose même pas imaginer. Enfin, bref. Donc, non, je C'est suis aussi, vraiment ravie d'avoir des chiffres sur le sujet, parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps. Après, je suis vraiment surprise par le résultat. merci. Donc, Bah après, à prendre avec recul aussi, dans le sens où là, c'est un milieu urbain où on a quand même une filière de gestion et de traitement des déchets efficace. On a des services de 0,6% par rapport à la masse de ce qu'ils ont trouvé. Pardon? oui, enfin, je sais pas si les autres participants ont un avis sur le sujet, mais moi, je suis assez surprise par. Après, je pense pas que non. Enfin, je pense que toutes les villes sont un peu pareilles. Je veux pas jeter la pierre à Paris ou quoi que ce soit. Je pense que proportionnellement aux habitants, la façon dont c'est géré, je pense qu'on est tous un peu pareils. Mais enfin, je pense, hein, j'ai pas envie. En tout cas, je préfère dire ça. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment. Tant mieux si les Nantais sont mieux éduqués. J'en sais rien, mais je pense pas. Enfin, après, non, je suis vraiment surprise. En tout cas, merci. Mais de rien. Mais oui, comme dit, prendre avec du recul, je pense que toutes les villes, bon, déjà, on est dans des milieux européens où on a des systèmes de gestion et de traitement des déchets importants. On a des services de nettoiement très efficaces. Donc, quand même, on est assez efficace sur nos filières de gestion des déchets. Mais si on se place dans d'autres pays, par exemple au Cap ou en Afrique, là, on a quand même des fuites qui sont bien plus importantes et ça représente, ce qu'il y a au sol ne représenterait pas uniquement 0,6% de ce qu'on produit. Oui, mais enfin, après, de toute façon, on le voit vite, hein, quand les éboueurs décident de faire grève, c'est sûr qu'en une Oui, journée, on voit bien le 1% de ce qu'on jette volontairement dans la rue et de ce qu'ils ramassent pas, hein. On voit bien, enfin, moi, j'ai aucun doute sur l'intérêt de leur travail, mais je suis vraiment, ouais, enfin, voilà, je suis quand même surprise que on tout a ce. eu le cas d'une grève justement en mars l'année dernière et on continuait le suivi à ce moment-là. Donc effectivement, c'est des résultats que j'ai pas présentés aujourd'hui, mais on a eu pendant un mois et demi une grève des services de collecte et on a bien vu l'impact que ça pouvait avoir sur les densités de déchets au sol et sur le flux qui en sortait à l'exutoire. Merci. Il y a Elvire qui souhaite s'exprimer. Vas-y. Merci Nada. Et merci beaucoup pour l'exposé. Je me demandais, pour prolonger la question de Jérémy sur l'expertise des agents de nettoiement, Mhm. si vous aviez continué à échanger avec eux au fur et à mesure de l'étude et si vous aviez, enfin, comment est-ce que leur perception de votre travail et du leur avait pu évoluer ou non pendant l'étude? Alors, j'ai continué à échanger, oui, j'ai eu des points réguliers, alors surtout avec les responsables d'équipe plutôt qu'avec les agents de terrain directement. Euh, Disons que j'ai pas vraiment changé leur vision, mais je leur ai apporté des éléments plus quantitatifs et vraiment étayés de ce qui se retrouvait dans les corbeilles. Il se représentait pas, par exemple, qu'il y avait 60% dans les corbeilles, 40% au sol. Cette proportion, ça les a un petit peu interloqués et ils vont essayer de changer ça pour s'améliorer. La proportion de déchets recyclables dans les corbeilles, c'est pareil, ils n'avaient pas en tête que ça représentait une proportion si majoritaire. Dans le bassin, c'est une problématique qui est connue. Euh, Disons qu'à part le curage et le changement des fréquences de nettoiement, le curage des avaloirs, il n'y a pas trop d'options qui sont envisagées. Enfin, notre secteur d'activité représente un faible pourcentage de tout le pôle sur lequel ils sont déployés et vraiment, ils n'ont pas non plus des moyens humains importants. Changer les pratiques, ça nécessiterait beaucoup d'efforts et de chambouler un peu la direction, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place. Mais après,
sur ce que je disais aussi à Jérémy, sur leur faire prendre conscience de l'aspect environnemental de leur travail. Euh, on n'a pas fini sur cet aspect-là, parce qu'on pense faire des supports de communication et vraiment faire des ateliers avec les agents sur ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire cette année. Ces cas-là, il va falloir les rémunérer davantage si on estime que leur travail est indispensable, nécessaire et a un impact vraiment primordial. Je suis pas sûre qu'ils acceptent. Enfin, moi, je serais à leur place, j'accepterais pas forcément le salaire qu'on leur donne aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un métier quand même aujourd'hui crucial. Enfin, Oui, c'est très peu reconnu. Lauriane, il y a une question de Valérie dans le chat qui demande, les résultats sont-ils proportionnels à la densité de population des villes? Alors, non. Pour moi, l'indicateur de densité de population est pas le meilleur, parce que dans le cas d'un bassin résidentiel, oui, ça va avoir un impact, mais comment on fait quand on est dans une zone industrielle ou commerciale? Ça prend pas en considération la densité de population, alors que c'est des zones où on consomme et où on produit beaucoup de déchets, notamment parce que c'est de la consommation nomade, et c'est là où on a vraiment une génération de déchets la plus importante. Donc, pour moi, la densité de population n'est pas le meilleur indicateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Jérémy, t'as fini toutes tes questions? Oui, mais peut-être présenter le prochain webinaire du 15 mars. Ben, vas-y. c'est loin. Alors, excusez-moi, le 15 mars, on accueillera Bernard de Gouvello, qui est au Lésu, et Aurélie Jovenio, qui est entre autres à la ville de Paris. Et ils nous parleront de la gestion différenciée des matières fécales et des urines, en lien avec la politique, comment des projets sont co-construits avec les politiques, dans le cadre de projets ANR qui s'appellent Design et d'un projet qui s'appelle Okapi. Et ils termineront par le projet actuel de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où il y a cette question de gestion différenciée des matières fécales et des urines. Donc, notez sur vos agendas tout de suite le 15 mars. Même horaire, toujours? 15h, 11h30 ou... Oui, on essaie de maintenir l'horaire pour pas trop perturber les uns et les autres, mais Ok. je me souviens d'un webinaire à 11 heures et ça avait un peu perturbé. Ah, non. Ok. Soit. Merci beaucoup. Et puis la vidéo du webinaire de Lauriane sera disponible sur la chaîne YouTube du projet. Vous pouvez la retrouver sur le site web du projet égout.cnrs.fr. Peut-être enlever une illustration où Romain disait, tiens, ça c'est un travail en cours de soumission. Alors, je sais pas, vous verrez entre vous. Mais ça sera en replay sur la chaîne YouTube du projet. Ça marche. Merci. Merci beaucoup, Lauriane. Vous faites un travail remarquable au LEE à Nantes. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Et j'espère qu'on va se voir bientôt, en vrai. J'espère aussi avec plaisir et merci à vous deux pour l'opportunité. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.